Bonjour à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny et Anna, et aujourd'hui, on a décidé de fêter notre anniversaire en grande pompe. Wouh Puisque, en fait, aujourd'hui, c'est notre 50e épisode, et oui, déjà. Le temps passe vite. Et c'est aussi à peu près l'anniversaire des 3 ans de notre podcast, puisqu'il a été lancé début octobre 2017. Pour l'occasion, on s'est dit qu'on allait se faire une petite session improvisée / narcissique, en se posant des questions l'une à l'autre, autour de la comédie musicale, pour vous dire un peu qui on est, si vous avez envie d'en savoir plus sur nous et sur nos goûts. On a cherché le sujet sur lequel on était le plus experte et intarissable, et c'est avéré que c'était nous-mêmes. Et voilà, ça commence bien cet épisode. On a commencé par des petites questions générales, du coup, qu'on a écrites l'une et l'autre, mais qui peuvent se rapporter à l'une comme à l'autre. Hein. Des questions générales, d'ailleurs, si vous voulez y répondre et nous envoyer vos réponses, évidemment, ça sera avec plaisir, sur un peu notre rapport à la comédie musicale, le cinéma, le théâtre, tout ça, tout ça. Alors, la première de ces questions un petit peu générales sur notre rapport à la comédie musicale, c'est tout simplement, quelle est la première comédie musicale que tu as vue, Anna, à la fois le premier film de comédie musicale et la première comédie musicale que tu as vue sur scène? Eh bien, je suis pas sûre à 100%. Pour ce qui est des films, en gros, les comédies musicales de mon enfance, c'est Peau d'âne et La Mélodie du bonheur, qu'on a regardé en boucle avec mon frère. Et tu nous avais déjà dit que tu avais refait la recette du cake d'amour de Peau d'âne avec ton frère. Exactement, donc c'est dire si on était fan. C'est peut-être également un Disney, nous on a beaucoup vu des Disney quand on était petits, donc évidemment, hein, comme toute cette génération, c'était peut-être La Petite Sirène, Aladdin, Le Roi Lion ou La Belle et la Bête, quoi, en gros. Mais je suis pas sûre à 100% de mon premier film musical. Et pour ce qui est de la scène, en fait, moi c'est très tardif, en fait. Dans ma famille, on n'était pas spécialement... Voilà, on n'allait pas très souvent au théâtre et encore moins souvent voir des comédies musicales, donc je me demande si la première comédie musicale que j'ai vue sur scène, c'est pas West Side Story en 2009 à l'Opéra de Bordeaux, où j'avais 21 ans déjà. Mais c'est possible que j'en ai vu avant, mais j'en ai pas de souvenir. Et toi, Fanny? Alors, moi, le premier film de comédie musicale que j'ai vu, je pense que c'est Le Magicien d'Oz, parce que pour le coup, c'était vraiment un film de mon enfance que je regardais en boucle. Je me déguisais en Dorothy quand j'étais petite. J'avais mon petit panier d'osier, ma petite peluche, tout ça. Donc, je pense que c'est à peu près sûr que c'était celui-là. Mais moi aussi, évidemment, j'ai vu beaucoup de Disney. Et à l'époque, je suis pas vraiment sûre d'avoir vu La Petite Sirène à sa sortie. Par contre, je suis vraiment de la génération qui a adoré Aladdin et Le Roi Lion. C'est un peu les deux grands Disney que j'ai vus, et ça a été la fin, pas de mon enfance, mais bon, on va dire de la période à aller voir les Disney au cinéma, parce que pour Le Roi Lion, j'avais 10 ou 11 ans, donc voilà. Et en termes de comédie musicale sur scène, la première comédie musicale que j'ai vue, c'était Annie, que j'ai vue à Londres en 1999. Je viens de vérifier dans mes archives. Ah ouais. C'était à l'occasion en fait de mon premier voyage à Londres avec ma mère, qui m'avait emmenée à Londres quelques jours, une semaine je crois. Et voilà, pour parfaire l'expérience londonienne, parce que j'étais déjà à l'époque bien fan de comédie musicale, et que j'avais vu, je me souviens, un reportage sur le casting des petites filles qui jouaient Annie dans le cadre d'une émission sur les enfants stars ou un truc comme ça. Donc je connaissais Annie comme comédie musicale par ce biais, et donc comme ça jouait à l'époque, j'y suis allée, et je me rappelle que c'était au Old Vic Theatre, enfin je suis plus certaine du nom du théâtre, mais en tout cas, dans le théâtre dans lequel on a vu, Anna et moi et nos compagnons d'ailleurs, on a vu Hamilton très récemment. Ah d'accord, trop marrant. C'était dans ce même théâtre. Ok, et ça t'avait plu à l'époque? Annie, ouais, ça m'avait beaucoup plu. Je connaissais bien les chansons et tout ça avant d'y aller, et ouais, ça m'avait bien plu. Alors, la question que j'avais posée en suivant, c'était une question un peu, sans doute difficile d'y répondre, mais voilà, la première fois que tu t'es dit que la comédie musicale, c'était vraiment quelque chose de particulier pour toi, que c'était quelque chose qui allait être très important dans ta vie, est-ce que tu pourrais trouver le moment? Quand j'ai découvert ta question, ça m'a fait pas mal réfléchir, parce que moi, je date toujours ma passion de la comédie musicale à le début de ma passion pour Gene Kelly. Donc, à l'occasion de ce fameux exposé en 4e que j'avais évoqué à l'occasion de l'épisode sur Chantons sous la pluie.
Mais en fait, je me suis rendu compte, ça semblait peut-être un peu bizarre, que donc j'ai été fan de Gene Kelly, puis fan de Judy Garland, mais c'était vraiment concentré sur les stars en elles-mêmes, même s'il se trouvait que c'était des stars qui n'avaient fait quasiment que des comédies musicales. Je sais pas si tu vois, Hmm. ce que je veux dire, mais c'était vraiment avant tout un attachement aux stars, un attachement aussi, à l'Hollywood, de l'époque classique, hein, la grande époque des studios, l'espèce de mythe qui entoure toute cette époque. Évidemment, je savais que c'était des comédies musicales, du coup, j'aimais la comédie musicale, mais je me suis Ouais. jamais dit que c'était spécifique au genre de la comédie musicale. Et curieusement, en fait, la première fois où je me suis dit: «Ah ouais, tout ça, c'est lié au fait que c'est de la comédie musicale et que donc par définition, ça mélange théâtre, danse et chant», c'est à l'occasion de mon travail de maîtrise. Donc j'étais déjà, très âgée en fait, enfin j'avais déjà, plus d'une vingtaine d'années et c'est en réfléchissant sur ce qui fait, aimer la comédie musicale que je me suis dit: «Ah oui, cette passion que j'ai pour ces objets, cinématographiques spécifiques de cette époque-là, c'est lié à ce genre spécifique de la comédie musicale». Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être un peu confus, mais moi, c'était avant tout les stars et après, j'ai réalisé, un peu naïvement peut-être, que c'était lié à la comédie musicale. Ok, ouais, je vois. Et toi, est-ce qu'il y a vraiment eu un moment où tu t'es dit: «Ah, bon sang, mais bien sûr, c'est ce genre qui me convient, plus que tout autre»? Bah en fait c'est difficile parce que je t'ai posé cette question mais je suis pas sûre d'être moi-même capable d'y répondre. Bon il y a un truc drôle, c'est bon on le sait déjà, hein, mais c'est qu'on est toutes les deux tombées dans la comédie musicale en commençant par Gene Kelly. Moi c'est quand j'ai eu 15 ans, je me souviens plus si j'ai déjà raconté ça, mais mon meilleur ami en seconde était un très très grand fan de Michael Jackson. Et donc il m'a fait découvrir les clips de Michael Jackson, etc. Et toutes ces influences, du coup après j'ai cherché des choses, etc. Et j'ai vu qu'il était très influencé par la comédie musicale. Et je me suis dit, ah mais attends, il y avait des films que je regardais quand j'étais petite et c'était ça, c'était des vieilles comédies musicales. Et donc j'ai regardé Chantons sous la pluie, j'ai re-regardé, parce que je l'avais déjà vu étant petite mais je m'en souvenais pas très bien. Et c'est à partir de là que j'ai voulu tout découvrir. En fait, je me suis dit, tiens, je vais voir tous les films avec Gene Kelly, puis je vais voir toutes les comédies musicales de cette période, et puis je vais voir toutes les comédies musicales. Donc c'est vraiment là que c'est parti. Après, moi je pense que j'ai moins, même si tout est parti de Gene Kelly, je pense que j'ai moins ce rapport à la star. J'ai commencé à être cinéphile à cette époque-là, donc j'associe aussi à des noms de cinéastes. Voilà, je commençais à me dire, ah, donc il y a Vincente Minnelli, il y a Stanley Donen. Après, j'ai vu Les Demoiselles de Rochefort, donc j'ai identifié Jacques Demy. C'est vraiment, en fait, j'ai posé une question à laquelle je ne sais pas répondre. C'est venu très progressivement de sentir que c'était vraiment quelque chose qui m'importait. Ensuite, je sais plus qui a entraîné l'autre, mais avec donc mon ami Mathieu, que vous avez entendu dans l'épisode sur Glee, on est devenu vraiment... Après, on a été colocataires, donc on s'est entraîné l'un l'autre dans nos passions. Mathieu s'est mis à s'intéresser aussi à Broadway. Moi, je me suis longtemps pas spécialement intéressée. Enfin, j'identifiais pas vraiment la comédie musicale théâtrale comme quelque chose qui existait. Enfin, je sais pas comment dire. Je savais que ça existait, mais je l'avais pas identifié. Moi, pour moi, la comédie musicale, c'était le cinéma, c'était les grands films des années 50. Et Mathieu a commencé à s'intéresser à Broadway aussi. Ouais, je pense que c'est vers cette période-là. Je pense que Glee aussi m'a aidé à identifier le musical theater, etc. comme un genre. C'est peut-être à ce moment-là que ça a commencé à avoir vraiment de l'importance pour moi. Ouais, je me suis dit, j'aime la comédie musicale. Je dirais donc du coup au début de ma vingtaine. Ah bah, finalement, c'est à peu près cohérent, nos 2 parcours. Ouais, c'est vrai, ça se ressemble. Alors ensuite, j'avais un groupe de questions, enfin un duo de questions sur, le thème un peu si tu avais pu voir ou rencontrer tel artiste. Alors j'avais fait une distinction, hein, dans les 2 questions. Ma première question c'était, quelle star ou quel groupe qui est aujourd'hui décédé aurais-tu aimé voir, jouer en live, et pourquoi? Je vais répondre de manière assez prévisible, les Beatles, évidemment. Je m'en Bon, ils sont doutais. pas tous décédés, hein. Oui, c'est ce que je voulais te dire, c'est que le groupe n'existe plus. Bien sûr, Paul McCartney et Ringo Starr sont toujours vivants, et d'ailleurs, je les ai vus. J'ai vu Paul McCartney en concert, je crois, 7 fois. J'ai failli le voir 8 fois, mais son concert du 31 mai à Bordeaux de cette année a été annulé, donc je suis très triste. Et Ringo Starr, je l'ai vu aussi sur scène une fois, c'était à l'Olympia, il y a pas si longtemps.
Mais bon, les Beatles en tant que groupe n'existent plus. Si vous avez écouté mon épisode, je ne parle pas toute la journée des Beatles dans All That Jazz parce que c'est pas c'est pas très très lié à la comédie musicale, mais si vous avez écouté notre épisode où je parle des films musicaux tournés par les Beatles, vous saurez à quel point j'en suis fan. J'aurais aimé les voir live, et notamment les voir live au début de leur carrière, parce que au bout d'un moment, ils faisaient des concerts où il y avait tellement de gens qui hurlaient qu'ils s'entendaient plus jouer, donc c'était un peu problématique pour eux. Mais il y a eu un âge d'or du groupe à leur début où ça devait être absolument génial de voir cette alchimie entre eux, la magie absolue de ces 4 personnalités qui se sont retrouvées et qui ont créé ces chansons ensemble. C'est quelque chose d'assez merveilleux. Donc voilà, moi je suis une très très grande fan des Beatles. J'ai dit au début que j'étais pas très fan, mais il y a quelques exceptions quand même. Et toi alors, quelle star ? Est-ce qu'il y a donc une star que tu aurais aimé voir? La réponse pas du tout attendue. Eh bien, évidemment, moi, s'il y a une star que j'aurais aimé voir sur scène, c'est Judy Garland, parce que, Oui. évidemment, on a la trace de ses performances, à la fois au cinéma, les enregistrements de ses concerts, les performances du Judy Garland Show, qui sont sans doute le plus représentatif de ce que ça pouvait être Judy Garland sur scène, mine de rien, parce que quand on chante dans le cadre d'un film de comédie musicale ou en concert, ce n'est évidemment pas du tout la même chose. Donc moi, j'aurais aimé découvrir ça sur scène. Pourquoi ? Pour toutes les raisons, on va dire, spécifiques au style de Judy Garland, à savoir l'intensité de sa performance, l'émotion qu'elle fait passer dans les concerts. Beaucoup de témoignages, enfin la plupart des témoignages disent vraiment que c'était quelque chose d'exceptionnel, un concert de Judy Garland. Eh bien, j'aurais aimé être là pour le constater, parce que je pense qu'on perçoit évidemment cette intensité, cet attachement au public dans les performances live enregistrées dont on peut avoir quelques traces visuelles. Mais je pense qu'on manque quelque chose quand même aujourd'hui de notre compréhension, de notre appréhension de Judy Garland, si on ne l'a pas vue sur scène. Mais bon, là, malheureusement, ce ne sera pas possible pour nous. Et est-ce qu'on veut vraiment essayer de voir un hologramme comme ça avait été envisagé à une époque? Tu sais, on en avait parlé dans notre épisode sur Judy Mais Garland. ça existe toujours, ce projet ? J'en ai pas entendu parler. Franchement, même si ça doit être horrible, je serais quand même curieuse. Je pense que j'irais. Si j'avais ne serait-ce qu'un hologramme de Judy Garland à me mettre sous la dent, j'irais. Ouais, non, par curiosité, ouais, je pense qu'on irait voir ça. Et alors, maintenant, si on rentre un peu plus dans le domaine du possible, l'autre pan ou l'autre version de ma question, c'était quelle star ou quel groupe qui est encore en vie, qui est encore en activité de nos jours, aimerais-tu rencontrer et qu'est-ce que tu lui dirais à cette occasion? Alors c'est marrant parce que ça m'a fait réfléchir, j'ai pas vraiment le fantasme de rencontrer quelqu'un et de lui dire... En fait, je pense que si je rencontrais une star comme ça que j'aime bien, je suis pas sûre que j'aurais des choses passionnantes à lui dire. Mais en réfléchissant, je me suis dit que j'aimerais bien rencontrer Lin-Manuel Miranda. Rien que ça. Bah, tu m'as demandé n'importe quelle star vivante, excuse-moi, mais... Non, parce que j'aimerais bien, pour le coup, je le trouve très intéressant quand il parle de qu'est-ce que c'est la création, en fait. Qu'est-ce que c'est écrire, comment on compose, comment on écrit des paroles. Enfin, voilà, il a tout un discours autour de ça, et si j'avais 1 heure à discuter avec lui de comment on écrit une comédie musicale, j'aimerais bien, puis ça m'aiderait peut-être pour moi, pour mes projets perso. Donc ouais, Lin-Manuel Miranda. Okay. Me dis pas que tu vas pas dire quelqu'un de très cool aussi. Ah bah oui, moi si je pouvais rencontrer quelqu'un et voir quelqu'un. Mais ceci dit, on l'a déjà vu en fait. Bah ce serait Rachel Bloom. Ouais, j'en étais sûre. Co-créatrice de Crazy Ex-Girlfriend. Par contre, ouais, la question piège que j'ai posée, le qu'est-ce que je lui dirais, franchement, j'en ai aucune idée. Je pense que je serais juste tétanisée et que je dirais des trucs totalement stupides. C'est pour ça, des fois, je me dis, tu sais, les gens qui achètent des places premium où après on peut rencontrer l'artiste dans les coulisses et tout, je suis là, mais déjà c'est méga cher, puis est-ce que... Bon, c'est cool de rencontrer une personne, mais si t'as rien à lui dire et que ça dure 3 minutes, je sais pas, ça m'a toujours rendu un peu perplexe. En plus, au prix où ça coûte, c'est quelque chose d'encore plus tétanisant. Tu dis, si tu rentabilises pas bien ta minute. Après, bon, il y a le côté où c'est très encadré, du coup, tu vois ce que je veux dire, où t'es vraiment là pour ça, donc je sais pas comment dire, mais comme il y a un cadre de situation de communication, peut-être que tu trouves plus facilement quelques trucs un peu cons, je pense pas que tu dises des trucs incroyables à dire, parce que
parce que c'est attendu à ce moment-là. C'est encore différent, je trouve, que de rencontrer une star dans la rue et d'aller lui dire quelque chose. Là, c'est encore... Ah ouais, je sais non, pas. dans la rue, moi, j'oserais jamais rien dire à qui que ce Mm. soit, je pense. Par contre, des fois, je me fantasme, genre, si je rencontrais Rachel Bloom ou Lin-Manuel Miranda dans un cadre pro, genre dans un festival de cinéma ou n'importe quoi, mais où on serait juré, ou j'en sais rien, ou si je travaille sur un Mm. truc et que je suis amenée à le rencontrer, là, je me dis, ça, il peut y avoir un truc, un déclencheur. Mais Ouais, sinon, bah ouais, parce que t'as un objet précis, un sujet déjà. ouais, Eh ouais, bon bah, faut qu'on réfléchisse à nos sujets de conversation. au cas où ça arrive, on sait jamais. C'est la team timide qui parle et qui dit bon, bah, Exactement, non mais ça c'est sûr. Alors j'avais une question bah, pour continuer un peu dans le sujet des fantasmes un peu. Hein. Je voulais te demander Fanny, est-ce que dans une autre vie, tu aurais voulu être une star de comédie musicale? Est-ce que c'est quelque chose qui t'attirerait d'être une grande artiste sur scène ou au cinéma d'ailleurs? Oui, tout à fait. D'ailleurs, souvent on me demande si j'aimerais pas faire des films plutôt que enseigner le cinéma. Et là, pour le coup, j'avoue que pas du tout. Enfin, c'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Enfin, je saurais pas comment faire, je sais pas comment dire. C'est pas du tout une carrière que j'avais envisagée. Par contre, être une star, c'est une carrière que j'envisage tout à fait. Plus spécifiquement, je pense une star de cinéma. Mm. Mais alors que je n'ai jamais joué dans aucun film, pour le coup. Enfin, j'ai quasiment aucune expérience de la caméra. Mais je le vis vraiment en mode fantasme, en Mm. star hollywoodienne, star à la Sunset Boulevard, mais qui finit bien. On va dire le mythe hollywoodien glamour des années 30-40 dans toute sa splendeur. Mhm. Après, plus sérieusement, j'aime bien quand même jouer plutôt sur scène pour le coup, Mm. en amatrice évidemment. Et de toute façon, moi j'ai commencé presque la comédie musicale par la pratique, enfin par la pratique des différentes activités que sont avant tout la danse et le théâtre. Le chant, j'y suis venue sur le tard. J'ai jamais été très bonne en aucune de ces disciplines, mais j'ai toujours été, je pense, très convaincue. Tu sais, comme Rebecca lorsqu'elle fait du théâtre à la saison 4, genre Voice 0, mais enthousiasme 10. Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc moi je m'envisage tout à fait star un jour dans une autre vie ou vie très très proche de la mienne. On ne sait pas, tout est encore possible. Mais oui, on n'est pas si vieille. Et toi, Anna, est-ce que star est une carrière que tu envisages? Alors, c'est marrant parce qu'en fait, je pense que là, je vais répondre l'inverse de toi en fait. Moi, je pense pas que j'aurais voulu ou que je voudrais être une star, même si j'aime bien. Voilà, on l'a fait ensemble, j'aime bien chanter sur scène, etc. Mais c'est pas quelque chose que j'envisage comme carrière. Par contre, évidemment, j'aimerais être auteur et metteuse en scène de comédie musicale. J'aurais voulu être, je ne sais pas, Lin-Manuel Miranda, évidemment. Ou Harold Prince, par exemple. Ou Steven Sondheim, enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est ça qui me passionne, c'est l'écriture et la mise en scène. Enfin, tout me passionne, le jeu d'acteur aussi, mais ce dans quoi je me sens le plus à l'aise, c'est quand même, je pense, la conception des œuvres plutôt que leur interprétation. Mm. Voilà. Ben, ça peut encore arriver, hein, peut-être que... Tout à fait. Franchement, un de mes rêves, ça serait de mettre en scène une comédie musicale à Broadway, quoi. Bah, ça me paraît pas du tout. Ça paraît plus facile que pour moi être une star d'Hollywood des années 40, tu vois. Ah oui, non, s'il y a un truc temporel en plus, effectivement... J'aurais voulu être la metteuse en scène femme de la MGM. Bon, Voilà. ça aurait été cool, hein, parce qu'il y en a pas. Hein. Voilà, et j'avais une dernière question voilà, sur ces choses un petit peu générales sur voilà, nos goûts autour de la comédie musicale. Je voulais te demander, Fanny, en vrai, est-ce que tu préfères la comédie musicale sur scène ou au cinéma? En lisant cette question, j'ai senti tout le potentiel engageant et clivant qu'avait une réponse définitive, mais je vais quand même me lancer dans une réponse définitive. Si je sonde vraiment dans les tréfonds de mon âme, je pense que je préfère la comédie musicale au cinéma. Et oui. Tout simplement, en fait, parce que je suis rarement, si on est assez objectif, je suis rarement dans de bonnes conditions pour voir un spectacle, enfin une bonne, je sais pas comment dire, mais disponibilité d'esprit. Mhm. Je suis quelqu'un qui se déconcentre extrêmement facilement, qui est extrêmement sensible au bruit ou aux voisins un peu bruyants. Donc moi, quand je suis dans un spectacle, si j'ai pas des places ou au premier rang,
pas forcément au premier rang de l'orchestre, hein, mais qui me font oublier, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, que je Mhm. ne suis pas seule par rapport à l'œuvre. Je trouve très vite quelque chose pour me déconcentrer et donc ça m'empêche d'être vraiment bien immergée dans le spectacle et de vraiment bien en profiter, même pour des œuvres que j'adore et ou que je connais bien. Donc souvent, j'ai eu des expériences un petit peu, pas gâchées, mais tu vois, un peu minimisées par rapport à ça. Parce que bon, après, comme j'ai pas non plus un budget illimité, encore une fois, je prends pas forcément des places hyper chères Mhm. lorsque je vais au spectacle. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu prosaïque, mais qui, on va dire, conditionne quand même beaucoup la façon dont je perçois les œuvres. Alors que je suis beaucoup plus facilement embarquée dans un film que dans une pièce, hein. Pour moi, le cinéma, il n'y a pas vraiment ce... Déjà en salle, en fait, on les voit rarement en salle, les comédies musicales, donc je C'est ne pose sûr, pas c'est sûr. la question des autres personnes. Et je sais pas, je trouve que c'est plus facile de rentrer dans un film que dans un spectacle, mais j'ai du mal à vraiment objectiver pourquoi. Mais pour cette raison, je suis plus émerveillée par la comédie musicale au cinéma que sur scène. Enfin, je sais pas si émerveillée, c'est vraiment le bon mot, mais voilà. Puis Judy Garland, je peux la voir encore une fois que dans les films, donc ce sera les films que je préfère. Là, c'est un très bon argument. Et toi, Anna, est-ce que tu peux donner une réponse définitive à cette question? Alors, c'est marrant parce que je suis un peu à l'inverse de toi, en fait. J'ai vachement tendance à me déconcentrer quand je regarde un film chez moi. Alors que quand je suis au théâtre, je suis vraiment dedans, quoi. Donc, je dirais l'inverse. Ça veut pas Hmm. dire que je réponds à la question que je préfère la comédie musicale sur scène, hein, entendons-nous bien. Parce que, voilà, en vrai, ma passion, c'est le cinéma, c'est aussi mon métier. Voilà, tout vient du cinéma pour moi, tout part et tout va au cinéma. Donc, je vais pas faire semblant qu'en vrai, c'est le théâtre que je préfère. Mais, par contre, je dirais que je suis plus souvent blasée par des films musicaux que je vois, qui sont moyens, que sur scène où j'ai rarement eu des moments où j'ai dit vraiment c'était nul, quoi. À chaque fois que je vais voir, après c'est parce qu'on sélectionne plus, hein, on a déjà parlé de cet Oui, aspect-là. c'était ce qu'on s'était dit aussi, ouais. Effectivement, quand je vais voir des pièces de théâtre musical, j'ai choisi, j'ai regardé les critiques, j'ai voilà pour pas que mon argent parte n'importe où. Donc, mais du coup, j'ai rarement été déçu vraiment au théâtre musical où il y a voilà, c'est quand même souvent des trucs très bien foutus, très pro, très entertainants. Il y a deux plaisirs distincts, je trouve, mais après voilà, Hmm. fondamentalement. Ce qui m'intéresse aussi, c'est, même si j'aime la mise en scène de théâtre, c'est aussi la mise en scène de cinéma, c'est-à-dire la caméra, voilà, les mouvements de caméra, etc., qui offrent un point de vue autre sur le chant, sur la danse, qui n'existe pas sur scène. Question difficile, mais voilà, fondamentalement, je pense que tout le monde a compris que pour toi comme pour moi, c'est le cinéma. Eh oui. Alors, on avait ensuite, donc ça c'était des questions un peu générales auxquelles on peut, on va dire, toutes les deux répondre. Et ensuite, on avait deux rubriques de questions plus liées spécifiquement à nos métiers et Mm. la façon dont on s'empare de la comédie musicale dans notre activité professionnelle. Alors, il y avait plusieurs questions autour de la comédie musicale et la création, puisque donc Anna est réalisatrice, elle travaille dans le domaine du cinéma et travaille en particulier des comédies musicales. Et donc j'avais plusieurs questions à lui poser sur ce sujet. Et la première d'entre elles, c'est quelle est la comédie musicale que tu aurais aimé réaliser, Anna Marmiès? Alors ça, c'est vraiment une question complexe. Au début, je suis partie immédiatement, comme on s'en doute, vers la comédie musicale hollywoodienne classique, mais en fait, c'est difficile de dire que j'aurais aimé. Enfin, je sais pas comment dire. J'aurais peut-être aimé réaliser Chantons sous la pluie, mais j'aurais pas pu. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas des films qui correspondent profondément à ce que je ferais en tant qu'artiste. Et du coup, je Mhm. me suis dit peut-être que, par exemple, un film que j'aurais pu réaliser, ou écrire et réaliser, c'est par exemple Pitch Perfect. Tu vois, des films Ok. avec des thématiques qui me plaisent, sur des musiques contemporaines, etc. Du coup, je me suis dit, peut-être c'est ce genre de film que je pourrais réaliser. Alors, c'est pas peut-être exactement la même question que ce que j'aurais aimé réaliser, mais alors celle-là, je suis pas sûre de savoir, en fait. Ouais, parce qu'en fait, il y a plusieurs aspects. Au début, ouais, j'ai pensé la question en mode genre l'œuvre tellement parfaite ou à tes yeux que tu serais fière d'en être l'autrice. Mais il y a aussi un côté où est-ce que tu te verrais travailler sous le système des studios et donc avoir une certaine fonction en tant que réalisatrice. Enfin, tu vois, il y a un peu deux Bien aspects. sûr. Donc Oui, ça implique des choses où
En termes de contexte, peut-être difficile de dire. Après, évidemment, par exemple, Chantons sous la pluie, c'est un film tellement parfait que oui, j'aurais aimé le réaliser. Si je dis le contraire, c'est quand même un peu abusé. Mais c'est plus difficile de s'y projeter que de penser à des films musicaux contemporains que j'aime. Et là, je me dis, c'est ça que je pourrais faire. Je sais pas comment dire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois tout à fait. Alors, tu as déjà, en fait, réalisé une comédie musicale en 2017. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, il s'agit de Lorraine ne sait pas chanter, qui est aujourd'hui encore, il me semble, visible sur le site de l'Université populaire Je des crois, images. oui. Il vous suffit de chercher Upopi sur Google. Et donc, pour ce film, pour Lorraine, quelles sont les comédies musicales qui t'ont le plus inspiré, Anna? Alors, c'est une bonne question. On me la pose souvent quand je présente le film. Donc, je précise, c'est un court-métrage. C'est difficile à dire. J'ai pas pensé en termes d'inspiration quand je l'ai écrit. Mais je pense que fondamentalement, ça se voit quand même à l'écran. Je pense que l'influence principale qui se voit, c'est sans doute les films de Jacques Demy. Notamment Les Demoiselles de Rochefort. Pour l'univers un petit peu coloré, etc. Pour le côté fantaisiste. Et pour le portrait aussi du personnage féminin. Après, en termes de mise en scène, j'ai répété à mon équipe technique que mon inspiration, c'était la comédie musicale hollywoodienne classique, dans le sens où je voulais qu'il y ait des plans qui soient longs, voire des plans séquences, donc des plans où la caméra ne coupe pas. Voilà, pour avoir les numéros dans leur entièreté, faire des plans fixes de loin, enfin vraiment dans le style de filmage en gros de la Fruit Unit. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai recherché, qui est pas dans les codes des films musicaux contemporains, on va dire. Qui peut être bien, par exemple dans Moulin Rouge, le montage clipesque, ça rend bien, etc. Dans d'autres œuvres, ça rend moins bien. Voilà, donc c'est plus sur la manière de filmer les numéros musicaux où j'ai vraiment eu ce truc où pour moi ça peut pas être autrement que comment c'était filmé dans les années 40 et 50 à la MGM, quoi. Ok. Et alors, quelles sont les difficultés spécifiques qu'on rencontre quand on réalise une comédie musicale? Je pense vraiment aux différents stades du développement du film, que ce soit l'écriture, la production, le tournage. Qu'est-ce qui fait les spécificités d'une comédie musicale, on va dire, dans le contexte d'aujourd'hui et en France? Alors, je vais essayer de répondre de manière claire à cette question. Bon, sur la question de l'écriture, donc pour ceux qui n'ont pas vu Lorraine ne sait pas chanter, qui sont nombreux et c'est bien normal, c'est un film méta, dans le sens où c'est une réflexion sur la comédie musicale, puisque l'héroïne du film, donc Lorraine, vit dans un monde où tout le monde chante et danse, mais elle ne sait pas chanter et danser, donc elle est un peu extérieure à la comédie musicale qui se déroule tout autour d'elle, on va dire. Ça, c'était bien, dans le sens où à chaque fois qu'on a présenté le projet pour des financements, donc quand on fait un film, on va chercher de l'argent dans différents guichets, hein, c'est un petit peu compliqué, donc je vais pas m'étendre sur ça, mais voilà. J'ai eu plein de gens qui disaient « Ah, c'est bien parce que c'est une comédie musicale sans en être vraiment une. » Je me souviens toujours de ce truc, j'étais là « Si, c'est quand même une comédie musicale. » Mais je le disais pas trop fort, parce que tant qu'ils me donnent de l'argent, moi je m'en fiche de leur raison. Au niveau de l'écriture, j'ai pas ressenti de difficulté particulière. Le sujet a rapidement accroché les gens et du coup, bon, j'ai réécrit plusieurs fois le scénario, c'est pas la question, mais voilà, j'ai senti que c'était pas mal à ce niveau-là. Par contre, ce qui a été difficile, c'est de trouver les comédiens, en fait. J'avais besoin, donc en dehors de l'héroïne, qui, comme vous l'avez compris, n'a pas besoin de savoir chanter ni danser. Par contre, les autres autour d'elle, j'avais besoin de gens qui chantent très bien et qui dansent très bien, notamment pour le personnage masculin, qui est donc l'amoureux de l'héroïne. Et en fait, ça court pas les rues en France. Parce qu'en France, contrairement aux pays anglo-saxons, les comédiens sont pas forcément formés à chanter et à danser. Et donc, du coup, bon, j'ai fini par trouver des gens très bien, mais il y en avait pas non plus, je sais pas combien, que j'aurais pu choisir, quoi. Enfin... C'est vraiment en termes de casting, mais même si j'ai rencontré des comédiens très bons, hein, c'est pas la question, mais c'était pas des gens qui chantent et qui dansent très bien. Sur le tournage, évidemment, ça pose des questions spécifiques qui nous ont vraiment travaillé avant le tournage, avec notamment l'ingénieur son du film. Du coup, ça faisait des tournages très particuliers, en fait, où par exemple, on balançait la musique sur le plateau, ce qui en fait est très rare, parce qu'un plateau de cinéma, généralement, c'est au contraire, c'est silence. Et du coup, je me souviens que les techniciens trouvaient que c'était étonnant, en fait. Ils avaient jamais eu une expérience comme ça sur un plateau, parce que quand les gens, par exemple, toutes les séquences de danse, on mettait la musique à fond pour qu'ils puissent danser.
Mm. Tout ça, c'est des questions techniques qu'on doit se poser vraiment en amont. Aussi, par exemple, sur la durée des numéros, parce qu'une fois qu'on a décidé d'une durée de chanson, sur le tournage, il faut faire cette durée, parce qu'après, c'est compliqué de couper au montage en plein milieu d'une musique, sans respecter le rythme de la chanson, etc. Donc il y avait plein de questions qui se sont posées. Ça nous est quand même arrivé au montage de couper des moments musicaux, mais on pouvait pas le faire à n'importe quel moment, quoi. Mm. Une fois qu'on a des numéros musicaux calés, on peut pas faire n'importe quel choix de montage, en fait, une fois qu'on arrive à la post-production. Donc c'est quelque chose qui doit vraiment être bossé très très en amont. Voilà, donc c'était super intéressant, c'était mon premier court-métrage, donc je ne connais que ça en fait. J'ai jamais fait de film normal pour l'instant. Enfin de film normal, de film non musical. Des films tout parlants. Exactement. Et alors, donc tu as des projets de comédie musicale, mais tu as également, alors là, je suis toute pantoise, tu as également des projets de films non musicaux. Qu'est-ce qui fait que tu choisis le genre de la comédie musicale pour certains sujets et pas pour d'autres? Enfin, je sais pas si c'est très clair, si tu vois ce que je veux Ouais, dire, ouais, mais ouais, est-ce ouais. que... Je vois. En fait, c'est difficile de répondre à cette question parce que la question se pose pas vraiment comme ça. J'ai des sujets de comédie musicale qui me viennent et c'est immédiatement des comédies musicales ou alors ça en est pas. Enfin, j'ai jamais fait un D'accord. truc où j'ai eu une idée, j'ai écrit le scénario pendant. Enfin, j'ai écrit par exemple des premières versions, des synopsis, etc. pendant 2 mois et puis tout d'un coup je me suis dit, ah, mais ça serait pas mal que ça soit une comédie musicale. Ça m'est jamais arrivé ça. Et est-ce que tu dirais que dans les idées que tu as, il y a des thématiques où tu penses spontanément à la comédie musicale? Bah, réfléchissons au projet que j'ai de comédie musicale. Ça va être des sujets peut-être plus intimes, Ouais, j'avais une réponse dans ma tête, justement. des portraits de personnages qui ont une comment dire quelque chose, une difficulté dans leur vie et qui débloquent quelque chose au fur et à mesure de l'œuvre via le chant et la danse par exemple, Hmm. où les numéros musicaux leur serviraient à exprimer quelque chose qu'ils n'arrivaient pas jusque-là à exprimer. Enfin voilà, c'est mes projets qui sont musicaux sont peut-être plus des projets où c'est les personnages qui importent plus Mhm. que l'histoire, l'intrigue, une intrigue très construite, etc. Plus des choses proches des personnages et de leur intimité. Je dirais ça, mais c'est pas très précis. Bah, moi, si je peux juste me permettre de répondre à ta place sur tes propres projets. Vas-y, vas-y. Parce que j'ai lu, je pense, presque tous les projets que Bon, tu je as en cours pense. de développement. J'ai l'impression qu'il y a ouais, quelque chose de coming of age sur les projets Mhm. musicaux, où effectivement, il y a toujours un peu cette thématique de la révélation, de la prise de conscience du personnage principal par le biais du chant et de la danse, de Mm. révélation en fait, par rapport aux autres projets que j'ai pu lire où c'était plus des situations un peu insolites, où les personnages sont importants aussi, mais où on est moins dans, ouais, comme tu dis, dans l'intime en fait. Je sais pas, je pense qu'on a bien cerné Ouais, ta c'est intéressant. spécificité. Faudrait voir ce que ça veut dire et s'il n'y a pas des projets que j'ai pas envisagé comme musicale qui pourraient en être, ou l'inverse. Mm. À voir. Bon, et bien passons à toi, Fanny. On va parler de ton métier. On va poser des questions autour de la comédie musicale et donc de la recherche et de l'enseignement, qui sont donc tes activités. Ma première question, c'était qu'est-ce qui t'a poussé à décider de consacrer ta thèse à la comédie musicale, en l'occurrence la comédie musicale hollywoodienne classique? Alors, moi, déjà, j'ai fait ma thèse, en fait, on va dire en plus d'une activité professionnelle. Donc, au début, j'ai vraiment commencé ça comme presque un hobby, quelque chose que je faisais à Hmm. côté de mon travail. Donc, pour moi, c'était évident de travailler sur un objet que j'aime. Enfin, j'aurais jamais pu faire une thèse avec tout le boulot que ça représente si c'était pas sur un truc dont j'étais complètement passionnée, Certes. qui me faisait pas ressentir ça vraiment comme du travail, en tout cas au début, on va dire. Le choix de l'objet était vraiment évident. Après, on va dire peut-être plus généralement pourquoi j'ai fait une thèse. J'ai envie de dire presque un concours de circonstances et Ouais. presque par désœuvrement, on va dire, à une époque de ma vie où j'avais continué mes études de la maîtrise au master 2, donc d'abord maîtrise de socio au master 2 de cinéma. Et à la fin du master 2, ça s'était bien passé avec ma directrice. À l'époque, j'étais au chômage, du coup en septembre de l'année enfin, après le master. Et je me suis dit, bon, bah, là, j'ai quelques mois devant moi, autant essayer de commencer une thèse. Autour de moi, j'avais des personnes qui étaient en thèse, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter l'aventure. Mais vraiment, je l'ai commencé un petit peu par hasard en me disant, bon, ben, on verra ce que ça donne.
Et donc au-delà du concours de circonstances, comment je me suis retrouvée à faire une thèse en septembre 2009, sur la comédie musicale, je voulais, essayer en fait, en dépassant un tout petit peu le stade de la fangirl, comprendre en fait pourquoi la comédie musicale, ça me plaisait autant. Pourquoi ces films, je pouvais les revoir, sans jamais me lasser, donc pour moi, c'était une façon à la fois de mieux comprendre ma passion, que de l'aborder d'un point de vue académique, tout en continuant à vivre cette passion. Tu l'as faite en combien de temps ta thèse? Je l'ai fait en 6 ans ou 5 ans et demi, ou 6 ans quoi. Ça va. Ça va. Pour une thèse, on va dire en humanité et en bossant à plein temps à côté, ça va. Ouais, ça va. Bah, bravo en tout cas. Alors je vais te poser une question justement à propos de cette thèse, qui est d'ailleurs devenue un livre, hein, je le rappelle, That's Entertainment, qu'il faut absolument que vous ayez tous lu. Pourquoi est-ce que tu as voulu en particulier étudier donc la comédie musicale hollywoodienne classique sous l'angle des études de genre? Déjà, c'est parce que je savais que, l'angle, on va dire études de genre, avait été, largement abordé par les études, anglo-saxonnes. Mhm. Ça a vraiment été, un des champs qui ont le plus renouvelé la compréhension de la comédie musicale à partir des années 70 et c'est des choses qui étaient absolument inconnues en France. Donc moi, je voulais déjà, connaître ces travaux et du coup, par mon travail, contribuer à mieux faire connaître toutes ces théories qui sont, peu utilisées en France et je voulais essayer aussi d'ajouter, on va dire, à cette approche, étude de genre, quelque chose d'un peu plus, tourné vers, l'analyse, des images et l'analyse esthétique, puisqu'il y a un peu une scission, en fait, on va dire Ouais, traditionnellement entre les approches très esthétiques, donc formelles du cinéma qui vont étudier, la mise en scène, les cadrages, la couleur, l'image, le son et les approches qu'on va dire, socioculturelles qui vont plus étudier les, thématiques, de quoi ça parle, aussi comment ça en parle, voilà, il y a un peu une scission, en France entre ouais. ces 2 types d'approches. Mon ambition, c'est pas forcément de les, réconcilier comme je peux le dire parfois quand on présente pompeusement son travail, mais c'était un peu de piocher dans ces 2 méthodes qui m'étaient familières pour faire quelque chose un petit peu, plus personnel et plus à ma sauce. Donc voilà, moi les études de genre, je m'en suis, inspirée, mais en le faisant, je pense, à ma façon, une façon qui, est un peu plus, je pense esthétique que, Ouais. ce que sont d'ordinairement, ces études. Et il y avait aussi un autre aspect qui était, l'aspect, réappropriation par la culture gay. C'était aussi un des points d'interrogation au début de ma thèse, c'est que je savais que la culture gay était très investie dans la comédie musicale et je Mhm. comprenais pas vraiment pourquoi et c'est en découvrant toute cette théorisation en fait des études de genre à propos de la comédie musicale que, j'ai compris, ben, cette question de la pluralité des messages qui étaient véhiculés, dans les films, et aussi pour le coup dans les pièces musicales. C'était voilà, c'était un des aspects que je voulais creuser en début de thèse et qui ont nécessité, le détour par les études de genre pour mieux comprendre ça. Vraiment, lisez le livre de Fanny, je le redis. Alors, j'avais une autre question, là, plus sur l'aspect enseignement. Quand tu parles de comédie musicale à tes étudiants, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, de ce genre-là? Est-ce qu'ils sont attirés ou au contraire, ils sont un peu là, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Est-ce qu'ils ont... Voilà, quels sont leurs goûts en matière de comédie musicale, etc. Déjà juste pour, peut-être poser le le contexte Ouais. de comment je suis amenée à parler de comédie musicale dans l'enseignement. Pour l'instant, j'ai donné en fait des cours spécifiques sur la comédie musicale dans le cadre d'un TD en fait consacré à l'étude d'un genre, donc en L2, donc deuxième année de licence arts du spectacle à Nanterre et c'est un TD en relation avec un cours plus théorique sur, l'histoire du cinéma américain et en fait, ils doivent tous aller au cours, magistral et ensuite choisir un Mhm. TD, et il y a des TD consacrés à différents genres. D'ailleurs cette année, enfin l'année dernière, j'avais fait à la fois la comédie musicale et le mélodrame. Donc dans ce contexte-là, les étudiants la majorité des étudiants qui se retrouvent en comédie musicale, l'ont choisi
D'accord. Et je dis ça aussi par différence avec ceux qui se retrouvent en mélodrame, qui sont clairement là. En plus, c'était le pire horaire, donc c'était vraiment: «Je suis là par hasard». Mais il y a beaucoup en fait, qui s'inscrivent spécifiquement en comédie musicale et là, on voit vraiment la différence. C'est que, on a en tout cas pas tous, hein, mais certains qui sont vraiment des passionnés du genre. Mmh. Donc après ça veut absolument pas dire qu'ils connaissent bien les films et surtout les films dont je parle moi, hein, qui sont les films hollywoodiens classiques. Mais plusieurs fois, j'ai rencontré des étudiants, très, très férus de comédie musicale, plus que ce que j'aurais soupçonné, même si ça va être plutôt, donc sur des films récents. Ça va être, des fans de Glee, des fans de Pitch Perfect, des fans aussi de High School Musical, hein, Ouais, on en ouais. avait parlé, la dernière fois. J'ai la chance, dans le cadre de ce TD-là, d'avoir des, étudiants vraiment bien disposés à l'égard du genre et des fois, j'ai eu aussi, le cas d'étudiants qui étaient venus me dire après qu'ils étaient venus un peu, comme ça par hasard, au TD, comédie musicale, en pensant qu'ils n'aimaient pas le genre, mais que finalement j'ai pu leur montrer qu'il y avait des trucs pas mal. Donc ça j'avoue que ça me fait assez plaisir. Ah ouais, c'est chouette. Après, dans le cadre d'autres cours, j'ai été amenée à parler de comédie musicale et j'ai l'impression que là encore, ils étaient plutôt bien disposés. Bon après, c'est aussi la façon dont j'arrive à tordre, on va dire, parfois le Ouais. contenu de certains enseignements où, je me rappellerai toujours sur mes premiers cours de sociologie du cinéma, j'ai réussi à faire toute une partie sur Judy Garland Ah ouais, là, c'est ouais, pas mal, pas mal. et ouais. Bah, parce qu'il y avait une partie sociologie de la réception, sociologie des fans et du coup des fans de comédie Ah, musicale en exemple d'accord. pour amener habilement la chose. Et j'ai pas l'impression que, c'est jamais semblé trop incongru. Après, voilà, c'était, là pour le coup, c'était des étudiants à Paris 7, donc ils savaient que je travaillais sur la comédie musicale. Donc ça leur semblait un peu naturel que, la prof aille piocher ces exemples dans ce répertoire-là. Enfin, j'ai jamais eu on va dire, de rejet violent de la comédie musicale. De toute façon, ils sont bien Ah, obligés de composer avec. ça fait plaisir. Le goût pour la comédie musicale se porte, auprès de la jeune génération, mieux que ce qu'on peut penser. Donc ma dernière question te concernant Fanny, c'est donc après ton livre That's Entertainment, que je rappelle à tous qu'il faut acheter, est-ce que tu as des prochains projets de livres et si oui, de quoi ça va parler? Alors, j'ai actuellement un projet en cours de livre avec un collègue de l'université, un collègue qui s'appelle Jules Sandeau et on écrit un bouquin sur, Fred Astaire. Donc on reste dans le Ouais. domaine assez proche de la comédie musicale, même si bon, l'idée c'est justement d'étudier, tous les aspects de la personnalité, de la persona de Fred Astaire et pas uniquement son aspect star de comédie musicale, même si, D'accord. évidemment, ça en fait, largement partie. Ça va être à la fois de l'analyse, des films et des séquences, de l'analyse notamment des numéros, musicaux bien évidemment, mais aussi une partie plus, réception avec, l'analyse des discours sur, Fred Astaire dans la presse de l'époque. Il s'agira de le replacer un peu plus en fait dans son époque, que ce que j'ai pu faire, dans That's Entertainment. Ça aussi, c'est parce que c'est plus l'approche de Jules que la mienne. Donc voilà, on essaie de faire un truc moins uniquement centré sur les films, si on peut dire. Super. Donc ça, c'est le projet vraiment en cours. Et après, je rappelle aux éditeurs qui nous écoutent qu'avec Anna Marmiès ici présente, on a toujours le projet d'un jour écrire un livre sur Crazy Ex-Girlfriend. Eh oui, Donc eh oui. si ça peut intéresser quelqu'un, nous, on est tout à fait opérationnels. Donc et ne continuez pas à nous dire que les monographies sur les séries, ça n'intéresse personne, parce qu'on vous voit en éditer et en sortir tous les jours des bouquins sur les séries. Donc ne nous mentez pas et sortez un livre sur Crazy Ex-Girlfriend. Bah ouais, 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 c'est le principal message à retenir de cet épisode, je pense. Sortez un livre sur Crazy Ex-Girlfriend écrit par Fanny Beuret et Anna Écrit par nous Marmiès. par contre. Ah par contre, s'il y en a un, pas par nous, là je vais m'énerver. Et on finissait, en fait, on va finir cet épisode par 2 questions un peu méta. On utilise souvent le terme de méta à cette antenne, mais on va finir par des questions sur All That Jazz lui-même.
Donc, ma première question, donc une question pour Anna, c'est qu'est-ce qui t'a donné l'idée et l'envie de faire un podcast sur la comédie musicale? Puisque je me permets de signaler que l'idée de All That Jazz revient à Anna qui, un jour, m'a proposé, ainsi d'ailleurs qu'à d'autres membres de notre groupe d'amis, mais j'ai répondu à l'appel, on va dire, Exactement. de faire un podcast sur la comédie musicale. Comment est-ce que ça t'est venu cette idée, Anna? Alors, c'est marrant, du coup, pour répondre à cette question, j'ai retrouvé le message que j'avais envoyé justement à notre groupe d'amis, qui date de février 2017, dans lequel je dis que déjà depuis plusieurs mois, j'ai cette idée. Donc ça a mis quand même le temps, parce qu'on a lancé le podcast en octobre 2017. Je me souviens plus exactement, mais je pense que... j'ai commencé à écouter pas mal de podcasts. Je trouve toujours que c'est un super format, qu'il y a plein de choses très créatives et très intéressantes qui se font, qu'on peut faire des choses qui sont à la fois niches, dans le sens où c'est sur des sujets très spécifiques, mais qui sont souvent aussi assez accessibles. Ça m'arrive d'écouter des podcasts sur des sujets auxquels je connais rien, mais comme c'est fait de manière ludique et ouverte, c'est très intéressant. Et du coup, je me suis dit, en fait... évidemment, la chose dont j'aime le plus parler dans la vie, c'est la comédie musicale. Donc, ça paraissait parfait, d'autant que à l'époque, maintenant il y en a, mais à l'époque, il n'y avait pas de podcast consacré à la comédie musicale en France. Donc, ça me paraissait le sujet absolument parfait pour se lancer dans ce format qui me semblait très intéressant. Et du coup, effectivement, j'ai proposé ça au groupe d'amis, et puis Fanny était la première à répondre au taquet. Donc voilà, on est partis ensemble sur cette idée que je suis très contente d'avoir eue, parce que maintenant All That Jazz, c'est quand même une partie importante de mon existence et j'en suis très contente. Et du coup, j'avais une dernière question qui était un peu, voilà, qui nous permettait de faire un petit bilan de ces 3 années et de ces 50 épisodes de All That Jazz, avec la question complexe que je vais te poser, Fanny, mais à laquelle je vais répondre aussi. Quel est ton épisode préféré de All That Jazz, tout simplement? Eh bien, effectivement, c'est compliqué parce qu'il y a le côté, l'épisode dont on est le plus satisfaite, l'épisode qu'on a pris le plus de plaisir à enregistrer, l'épisode que nos auditeurs ont le plus écouté, hein, ça rentre aussi en considération. Ça, c'est Frozen. Oui, mais pour le coup, c'est pas du tout un dont je suis très fière, parce que je trouve que c'était un peu alambiqué ce que j'ai dit, comme souvent, mais bon, bref. Mais non, il était bien. Et donc, si on me demande mon préféré, je pense que ça reste l'épisode sur Busby Berkeley. Ah, moi aussi. Ah parce que je trouve qu'il était vraiment clair. On l'avait vachement bossé. Enfin, Ouais, je ouais, pense ouais. que c'est ça aussi. Moi, à ma décharge, j'avais déjà des choses toutes prêtes, faites en cours sur Busby Berkeley, donc ça m'aidait aussi vachement à le structurer. Toi, je me rappelle que tu t'étais vraiment plongée Ouais. dans le visionnage de plein de choses, donc c'était vraiment très frais. C'était génial pour ça, parce qu'il y avait toi qui connaissais très bien parce que t'avais étudié longuement, etc. Et moi qui connaissais moins et qui découvrais, et du coup ça faisait 2 voix comme ça. Enfin, c'était intéressant, on avait 2 points de vue. Donc je pense que ça me rassure que ce soit aussi celui-là, parce qu'après je me suis dit ouais, mais entre-temps c'est vrai qu'on en avait enregistré des où on s'était dit que c'était vraiment bien. Après je pense que globalement on peut se dire que on a constaté, et on espère que vous l'avez constaté aussi, qu'on s'était amélioré au fil Oui. des épisodes et de ces 3 ans, que c'était quand même plus fluide à la fin qu'au début. Mais je pense que mon préféré, alors ça reste vraiment celui-là. Du coup, je suis d'accord. Et je trouve que c'était un épisode où on était à la fois dans l'analyse très précise, historique, esthétique, etc. Et dans une forme de subjectivité qu'on arrivait à bien, comment dire, mettre à l'intérieur de l'analyse. Et du coup, que c'était aussi... voilà, enfin, c'était le dosage parfait, je pense. Allez écouter cet épisode. Mais dites-nous, vous d'ailleurs, quel est votre épisode préféré de All That Jazz, ça nous intéresse. Ah oui. Et d'ailleurs, répondez aux questions, à toutes les questions qu'on s'est posées, enfin les questions du début évidemment, parce qu'après c'était plus précis, mais est-ce que vous aurez voulu être une star? Qui vous aimeriez rencontrer? Voilà, bah ouais. Eh bien, nous concluons ainsi notre épisode narcissique consacré à nous-mêmes par nous-mêmes.
On espère que ça vous aura malgré tout intéressé, hein. N'hésitez pas donc, comme on le disait, à répondre vous-même aux questions, voire à nous poser d'autres questions ou à rebondir sur certains trucs qu'on aurait dit si jamais, Ouais. vous voulez, davantage engager la discussion, hein. Nous vraiment, on est très friands d'échanger davantage avec vous et on remercie nos partenaires L'Écran Pop et Tony Comedy et on vous retrouve, très, très bientôt. Avec un épisode normal, cette fois-ci. Voilà, pour continuer à parler de comédie musicale à l'occasion d'un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt! Salut, salut!